Déjà, dès le départ, j'étais séduit par le concept. C'est ce qui fait que j'ai accepté l'invitation des organisateurs. C'est un moment de rencontre inédit. C'est quelque chose qui devrait en fait souvent avoir lieu. C'est la première conférence à laquelle j'assiste là, celle de M. Goudiaby. Et je peux vous dire que l'impact est énorme. En une phrase, c'est la renaissance africaine. En tout cas, personnellement, je suis très heureux d'être là. Ça m'a permis de lancer. C'est la première fois d'ailleurs que nous lançons la route. Deuxième édition du Festival de l'Afrodescendance qui a eu lieu du 13 au 15 septembre 2019 a rassemblé plus de 3000 personnes. Cette année, le Festival de l'Afrodescendance s'est articulé sur 3 axes de réflexion, la gastronomie, l'histoire et l'entrepreneuriat. Bonjour Monsieur Aroua Manu, alias le Petit Poète. Alors, lors de la journée d'hier consacrée à l'histoire africaine, vous avez intervenu sur le thème suivant, la sagesse d'Ifa, ou Fa selon LPP. C'est exact. C'est plutôt, plus précisément, la sagesse des Yoruba. Je ne suis pas Yoruba, mais je suis d'un peuple voisin des Yoruba, au Bénin, les Goum. Mais j'ai été en contact avec cette sagesse à travers un livre que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et ça a été comme un coup de foudre dans mon existence, ça a complètement changé mon existence. J'ai été ébloui par la sagesse, la dimension éthique et pédagogique, éducative de cette sagesse. Et je me suis fait fort d'en être le vulgarisateur. Ce qui fait que j'ai commencé par écrire des articles, à donner des conférences. J'ai même écrit un premier livret pour partager les éléments de connaissance de ce savoir-là. C'est pas le même que ce livre-là? Non. Ça, c'est le tout dernier. Mais il y a 7 ans, en 2012, j'avais écrit un petit livret qui s'intitulait « Un fabuleux outil de développement humain, le système IFA ». C'était déjà sur le même sujet, mais j'étais pressé de révéler ce que j'avais découvert. Et là, après 7 ans d'expérience, d'émissions de radio, de conférences, j'ai même monté un spectacle de théâtre pour vulgariser cette sagesse. Et donc j'en ai synthétisé les éléments fondamentaux dans ce livre pour permettre à des jeunes surtout, parce que je vise la jeunesse, d'être en contact avec leur héritage. D'accord. Alors moi je sais, personnellement je sais qu'en général, nous dans notre génération, il y a pas mal de jeunes qui diabolisent nos rites, nos traditions, notre science, pour ne pas dire non-science. Selon vous, qu'est-ce que IFA peut apporter en tout cas à l'humanité? Hier, pendant ma conférence, j'ai démontré que IFA véhicule une sagesse éducative et universelle. J'ai également démontré, en montrant l'instrument qu'utilisent les devins praticiens de la science d'IFA, que cet instrument correspond exactement, c'est dommage que je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, à la définition de l'octet. J'ai donc démontré que notre civilisation africaine maîtrise depuis des millénaires, parce que la science d'IFA vient de l'Égypte ancienne. 4000 ans avant l'ère commune, qu'on appelle aussi l'ère chrétienne, nos ancêtres jouaient avec le binaire. Mais ce n'est qu'au milieu du 19e siècle qu'est apparu en mathématiques l'algèbre de Boole qui théorise la logique binaire. Et l'algèbre de Boole préfigure l'émergence de l'informatique au milieu du 20e siècle. Mais 6000 ans avant, nous jouions avec le binaire. Et c'est ce que j'ai démontré hier. Et j'ai vu les regards des spectateurs subjugués en se disant « Mais waouh, c'est pas vrai !» Mais si, c'est pourtant vrai. Mais on ne le sait pas parce que nous avons hérité d'un système scolaire d'essence coloniale. Qui nous aliène d'ailleurs. Qui valorise... Écoutez, le colon a fait selon ses intérêts. Moi, je ne lui en veux pas. Mais j'estime qu'aujourd'hui, ayant accès à la connaissance, c'est à nous de prendre l'initiative d'introduire des contenus endogènes dans ce que nous enseignons à nos enfants. Le colon est parti depuis bientôt 60 ans. Mais le problème, c'est que nous, Africains, afrodescendants, tout ce qui nous appartient, tout ce que nos ancêtres nous ont légué, j'ai l'impression que c'est éparpillé de gauche à droite et que nous, on n'en veut pas parce qu'on rejette tout en fait. On n'est plus nous-mêmes à travers l'aliénation. C'est un héritage de la colonisation. Mais moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je n'ai découvert cette sagesse qu'à l'âge de 53 ans, il y a 10 ans. Donc jusqu'à l'âge de 53 ans, quand on m'en parlait, je reculais de 3 pas en me disant « Oh, moi, ces choses-là, je ne... » Oui, parce que c'est le conditionnement mental que nous avons subi.
Mais maintenant, il faut juste défaire les cadenas, défaire les chaînes mentales et ouvrir notre curiosité à cet héritage, nous débarrasser de ces préjugés. Ça a été mon cas. À travers un livre, j'ai découvert une science, une sagesse, et je me suis dit, mais on s'est moqué de nous. Et je m'y suis intéressé, et aujourd'hui, je vulgarise. Donc, nous qui sommes allés à l'école, qui sommes capables de transcrire l'héritage oral par écrit sur des supports pérennes pour faciliter la transmission, c'est à nous de le faire. Parce que si nous attendons que les autres le fassent, ils ne le feront jamais, ce n'est pas leur intérêt. Je suis parfaitement d'accord. Alors, je voudrais vous demander votre regard sur cette journée, ce dernier jour du festival Afrodescendant. Qu'est-ce que vous pensez de la journée Qu'est-ce que vous pensez du festival de l'Afrodescendance? Déjà, dès le départ, j'étais séduit par le concept. C'est ce qui fait que j'ai accepté l'invitation des organisateurs. Mais ce que j'ai constaté depuis hier, malheureusement vendredi, la grève des transports ne m'a pas permis de venir, mais j'ai découvert une atmosphère conviviale, une espèce de communion généralisée, et surtout sur la fin, quand j'allais partir vers 23h, il y avait une fête extraordinaire, animée par des DJ plus inspirés les uns que les autres. C'était l'apothéose de la communion. Donc, je nous encourage à multiplier ce genre d'initiatives. Soyons ensemble, échangeons, dialoguons, partageons nos expériences, nos savoirs, et c'est comme ça que nous allons renforcer la communauté. Nous sommes un peu dispersés. Il nous appartient de prendre des initiatives de rassemblement, et je vais vous demander de me permettre de vous dire un petit poème, puisque vous avez affaire à LPP, le petit poète. J'ai composé un poème que j'ai intitulé « Observe ». Non, le micro. J'ai composé un poème que j'ai intitulé « Observe tes doigts et tes mains ». Pendant que le pouce soutient, c'est le seul qui est capable de soutenir les quatre autres. Pendant que le pouce soutient, l'index montre le chemin. Le majeur est parfois taquin. L'annulaire est en quête de câlin. L'auriculaire, le plus petit, ne fait jamais le malin. Chacun accomplit humblement son destin sans manifester de mauvais instincts. Quant aux mains pour se décrasser, ne s'entraident-elles pas sans jamais se froisser? Comportons-nous comme les doigts et les mains, et nous allons renforcer la communauté et nous irons droit vers le progrès. C'est à ça que je nous exhorte, et je suis comblé d'avoir participé à cette belle fête communautaire, identitaire, mais où je n'ai pas perçu de gestes ou d'attitude de repli. J'ai vu des Français, il y a un peu de tout, toutes les communautés. C'est ça l'esprit africain, hein, le partage. D'ailleurs, votre poème corrobore bien ce qu'on parle quand on parle du paradigme africain, où on sait que nos ancêtres, plus humains que nos ancêtres, n'existent pas sur Terre. Nous sommes les grands frères, les frères aînés de l'humanité. Alors, pour terminer, votre livre, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Quelques clés d'IFA, sagesse existentielle du golfe du Bénin. Pour le moment, le livre vient d'arriver en France. Il a été disponible ici au festival. Mais j'ai bon espoir que mon éditeur, qui est l'antenne béninoise des éditions Dagan, basée en France, le distribuera en France. Et il y a de fortes chances qu'on le trouve à la librairie Taméry. C'est l'édition Dagan de Dieudonné Niamankou. Exact. Que je connais très bien. Voilà. Et qu'au passage, je fais un coucou. C'est donc, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir Dieudonné Niamankou comme éditeur, qui est rentré au Bénin depuis 4 ans. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir écrit le premier livre qu'il a édité depuis qu'il est rentré au Bénin. Voilà. Votre émission Introduction A s'est intéressée à la journée consacrée à l'histoire africaine à travers une série de conférences animées par des spécialistes sur les thèmes suivants. Les reines et héroïnes d'Afrique, la restitution des œuvres d'art en Afrique, les conséquences de l'esclavage sur la femme noire, Soundiata Keïta, une épopée égyptienne, et la sagesse d'Ifa selon LPP. Cette journée a été bouclée avec une table ronde dédiée aux tirailleurs africains, à l'adjointe maire de Bondy, Madame Aïssata Seck, à l'association AMTC et pour finir sur une belle exposition de l'association La Rue Tourne. Bonjour Monsieur Dubomba-Rimbok, vous êtes auteur-écrivain et hier vous avez intervenu sur le thème suivant, Soundiata, une épopée égyptienne. Oui.
Oui, absolument, c'est ça. Donc on a parlé de cela hier. En fait, il s'agissait de montrer que l'histoire de Soundiata Keita, donc le fondateur de l'Empire du Mali, en fait, est une histoire qui tient ses racines dans l'Égypte antique. Et au courant de cette communication d'hier, on a pu voir en fait à quelle ville répondait donc cette famille, la famille Keita, qui est le nom de la famille impériale du Mali. Voilà. D'accord. Mais lors de votre intervention, j'ai vu que la salle, les gens commençaient à s'exciter parce que vous disiez quand même des choses hyper profondes. Quand vous essayez de comparer Soundiata et Hercule, si je ne me trompe pas. Exactement, oui, parce que ce n'est qu'une question de représentation, puisque Héraclès, en fait, pour le nom grec, est associé au lion. Et j'ai montré hier en réalité que cette image, là, l'image d'Héraclès, en fait, est calquée sur le modèle de Soundiata Keita, puisque dès la 9e et la 10e dynastie en Égypte antique, qui date de moins 2000 et des poussières, on a déjà en Égypte antique représenté la famille Keita en tant que famille régnante, en fait. Voilà. Donc j'ai montré que la ville d'origine de cette famille par les Grecs était appelée Héracléopolis, donc la ville d'Héraclès en réalité, mais son nom égyptien c'est la ville de l'enfant roi, l'enfant royal. J'ai montré qu'en réalité donc c'est dans cette ville qu'a pris naissance ce mythe en fait, et qui a donné naissance à ces différents héros qui vont donc peupler l'imaginaire grec. Mais avant les Grecs, bien sûr, ce sont les Africains de la période pharaonique qui ont porté cette histoire à travers les contours de la Méditerranée. Voilà. Mais est-ce que ça a été mentionné quelque part par les Grecs que l'histoire de Hercule est juste l'histoire de Soundiata Keita qui a été repris? Non, ils ne l'appellent pas comme ça. Ils vont l'appeler Horus. Parce que c'est sûr que il existe des auteurs qui ont déjà fait des rapprochements entre Horus, ainsi appelé par les Grecs, et Héraclès. Ça, on le sait. Par contre, qui est Horus? Donc si j'ai bien compris, Horus, Héraclès et Hercule, c'est pareil. C'est pareil. C'est une même image. C'est une description du soleil. C'est l'astre du jour en fait qui est décrit de cette façon, et Soundiata Keita fait partie de cette description également, puisque Soundiata Keita, je l'ai montré hier à travers la figure notamment d'Harpocrate, en fait qui est un autre nom qu'on donne à Horus lorsqu'il est enfant, eh bien décrit les mêmes aspects que Soundiata Keita décrit les mêmes aspects que Harpocrate, c'est-à-dire il est né paralytique, faible des membres inférieurs, il ne parlait pas jusqu'à un âge très avancé, etc. Donc j'ai montré que ces rapports en fait permettaient d'établir les liens qui unissent en fait la figure de Soundiata Keita qui va être portée par les Djeli du Mandé à ce personnage qu'on appelle Héraclès. Voilà. D'accord. Alors, quel est votre regard sur le Festival de l'Afrodescendance et pourquoi vous avez accepté de venir participer à ce festival? Non, parce que je trouve que c'est un moment de rencontre inédit. C'est quelque chose qui devrait en fait souvent avoir lieu, parce qu'on trouve ici illustrer le génie culturel de notre peuple, le peuple des Africains, des Afro-descendants, et on trouve donc dans les différents stands des choses extraordinaires. Et moi j'invite les uns et les autres à vraiment s'intéresser à ce type de festival, parce que ça permet de mettre en lumière en fait le savoir-faire de la diaspora africaine, et à travers elle de l'Afrique elle-même. Voilà. Et j'encourage évidemment les organisateurs de tels événements de persister, parce que je sais que cela nécessite également une mobilisation importante, mais quand on voit la foule mobilisée, on se dit que ça vaut la peine en réalité. Voilà. Alors en dehors de vos activités d'écrivain, je sais que vous travaillez beaucoup sur l'idéogramme des Égyptiens en faisant le lien avec les langues africaines. Alors, oui, expliquez-nous. C'est ça, j'ai développé en fait une méthode que j'ai appelée la méthode Kuma. Alors je l'ai appelée ainsi parce que Kuma, dans les langues du mandingue, signifie la parole. Kuma Bambara signifie la parole, et c'est aussi le nom de l'ibis. L'ibis qui est l'oiseau que les Égyptiens vont utiliser pour illustrer cette divinité qu'on appelle Thoth, ou Thoth, que les Grecs vont appeler Hermès, c'est ça, qui est le maître de la parole divine et qui passe pour avoir inventé les hiéroglyphes. Donc c'est comme ça une forme de clin d'œil que je fais à l'histoire, à l'antiquité africaine. C'est pour cette raison que j'utilise le terme Kuma. Mais la méthode Kuma, c'est une lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes, où on démontre qu'en fait l'homophonie est la clé de lecture des caractères. Enfin, en tout cas, l'homophonie est le ciment qui unit les signes hiéroglyphiques entre eux dans un système homogène. Voilà. Donc en gros, c'est ce que je peux dire, parce que naturellement, cela est beaucoup plus... On peut aller dans la technique, mais j'imagine que pour nos auditeurs, ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Mais effectivement, j'ai montré que dans le système hiéroglyphique, il y a deux possibilités. Il y a une lecture phonétique
qui est assumée par ce qu'on appelle la translittération, c'est-à-dire l'attribution des lettres alphabétiques aux signes gravés, et une lecture analytique qui est assumée par les idéogrammes, c'est-à-dire les objets représentés qui portent des noms au sein des langues africaines. Voilà. En gros, c'est ce que je peux dire. Il y a des ouvrages déjà parus dans ce domaine, un certain nombre d'ailleurs, une dizaine quasiment, où j'explique en fait de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs ma dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Alors, ici en France? En France, à la librairie Tamiri à Paris, une librairie panafricaine qui se trouve, je crois, dans le... À Belleville? À Belleville, voilà, métro Belleville. C'est ma deuxième maison, Tamiri. Qui se trouve à Belleville. Sinon sur certains sites, notamment le site lulu.com où on trouve tous mes ouvrages. C'est un site où on trouve tous mes ouvrages et vous pouvez les commander, ils vont être livrés à votre domicile. Voilà, c'est ça, lulu.com, lulu.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, je te remercie. Merci. Alors, quelle est la raison de votre présence dans le Festival de l'Afrodescendance? C'est une raison qui me semble évidente. C'est déjà que je suis afrodescendant, donc je suis concerné. On a longtemps opposé, et c'est le fait des Antillais autant que des Africains, mais mon ami Michel Courcil est l'un des pionniers à avoir compris et à avoir évangélisé sur le fait que Africains et Antillais, ce sont des racines communes et que c'est un combat commun parce que les difficultés, les discriminations, les obstacles sont les mêmes. On les partage. Et donc, dans cet état d'esprit-là, il était assez logique que je vienne ici, que je réponde à l'invitation des organisateurs. Merci. Et quel est votre avis sur ce festival? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose à la diaspora africaine ou, Bien sûr. C'est la première conférence à laquelle j'assiste là, celle de M. Goudiaby. Et je peux vous dire que l'impact est énorme. J'ai moi-même été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Ça a remué des choses chez moi, donc si ça l'a fait chez moi, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas sur toutes les autres personnes qui étaient présentes ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez intervenu tout à l'heure lors de la conférence sur le thème suivant, les ressources du sol africain. Oui, plus précisément, ce que j'ai appelé la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium, qui est en fait une invite à la transformation in situ de nos matières premières. Parce qu'on ne peut pas continuer à transporter sur des milliers de kilomètres nos ressources naturelles, alors qu'aujourd'hui, avec le gaz dont nous pouvons disposer dans certains pays africains, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons l'énergie nécessaire pour la transformation de ces matières premières. Et nous avons commencé par le fer. Le minerai de fer est en abondance en Afrique de l'Ouest. Nous en avons un peu au Sénégal. Il y en a beaucoup chez nos voisins mauritaniens. Il y en a énormément en Sierra Leone. Il y en a beaucoup en Guinée. Il y en a beaucoup au Mali. Ne serait-ce que ces pays-là, si on s'organisait pour utiliser le gaz du Sénégal et de la Mauritanie pour transformer ce potentiel-là, nous avons dit que dans un rayon de 960 km, il y a plus de 27 milliards de tonnes de minerai de fer qui, s'ils étaient transformés, pourraient produire plus de 11 milliards, peut-être même 12, de tonnes de fer. Mais comment cela se fait qu'avec toute cette richesse qu'on a en Afrique, en général, comment ça se fait que nous, on n'arrive toujours pas à s'en sortir? Surtout en parlant de la jeunesse et faire allusion à l'immigration, malheureusement, qu'on dit clandestine. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons pas eu d'abord un programme de développement concerté entre nous, pays africains. Pourtant, il y a l'Union africaine. Oui, mais une des raisons pour lesquelles nous avons commencé notre route en allant à Addis Abeba, c'était justement pour les interpeller, pour leur dire, écoutez, nos chers dirigeants, c'est bien la politique, c'est bien la sécurité, bien sûr, mais il y a également l'économie. Et nous vous invitons à faire des sommets sur l'économie, concentrés sur l'économie. Nous, en tout cas, on n'attend pas qu'on nous demande. Nous allons
nous avons initié un programme très précis pour voir comment nous pouvons déjà, sur ces deux minerais-là, transformer le minerai de fer et le minerai d'aluminium. Parce que pour nous, c'est par là qu'on peut commencer. Il y a bien sûr l'or, il y a d'autres, il y a le zircon, il y a le lithium. Il y a le lithium qui, chacun sait, c'est les batteries de demain, même déjà d'aujourd'hui, c'est à base de lithium. Donc, si au Sénégal, on a du lithium, ce qui est le cas, et qu'en Guinée, on a du minerai de fer, et que je ne sais où, au Sénégal encore, on a du pétrole, et vous savez que la richesse du pétrole, c'est ses dérivés. Encore une fois, quand je sors mes lunettes et que j'ai dit que les lunettes que je porte, c'est 100% pétrole, ça laisse à réfléchir. Quand je vous dis que la brosse à dents que vous utilisez, c'est du pétrole, c'est les dérivés du pétrole qui font la richesse. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez des matières plastiques, vous avez des dérivés du pétrole, vous avez du fer, vous avez de l'aluminium, vous avez du lithium, ça veut dire que demain, on devrait pouvoir faire une voiture électrique à 100% africaine. Vous pensez que c'est possible dans un avenir proche? Non seulement c'est possible, mon groupe y travaille. Nous avons créé Atepa Motors et au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler sur la future voiture électrique, je ne dirais pas à 100%, mais au moins qui sera au moins à 80% sénégalaise. On l'aura, Inch'Allah, dans 5 ans. Ce serait un plaisir. Alors, tout à l'heure, nous avons remarqué que votre présence n'était pas indifférente aux autres, en tout cas au public. Et je voulais savoir quel est votre regard sur ce genre d'événement dont on parle, le Festival de l'Afrodescendance. Pourquoi d'ailleurs vous avez accepté de venir? J'ai accepté, d'abord je dois vous féliciter, je pense qu'il fallait le faire. D'abord ici en France, il faut peut-être le faire dans d'autres pays européens également. Je vous y invite. Et peut-être de temps en temps faire des festivals en Afrique même. Pourquoi pas? En tout cas, personnellement, je suis très heureux d'être là. Ça m'a permis de lancer. C'est la première fois d'ailleurs que nous lançons la route. Hein. Donc, vous nous avez permis d'avoir cet auditoire qui a été magnifique. Et encore une fois, comme j'ai dit, j'attendrai pas qu'on m'invite la prochaine fois. C'est moi-même qui m'invite. Ce sera avec plaisir. Alors, ma dernière question est que conseillerez-vous aux jeunes entrepreneurs novices ou bien aux futurs qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, d'abord, je leur dis ceci, il faut... avant, je disais qu'il fallait que vous rentriez tous en Afrique. Mais maintenant, j'ai modéré mes propos. Je dis oui, vous pouvez rester, ceux qui veulent rester, mais ayez quand même un regard à l'Afrique. Vous pouvez créer des entreprises en Afrique tout en restant ici. Et vous verrez d'ailleurs, quand vous allez commencer, que vous serez 1000 fois mieux en Afrique. Pour peu que vous fassiez les choix qu'il faut bien réfléchir, et que vous ayez également les accompagnements nécessaires, parce que, et c'est là où j'interpelle nos gouvernants, nos gouvernements, pour qu'ils aient enfin une véritable politique. C'est là où j'allais revenir, parce que j'ai vu pas mal de gens qui sont rentrés en Afrique dans le but d'entreprendre, oui, oui. Et puis au bout de 2 ans, ils reviennent complètement ruinés. Oui. Ruinés et découragés, c'est pour cela qu'il faut asseoir une bonne politique de retour au pays natal. Mais tout s'organise dans la vie. Si vous vous levez comme ça, vous dites, bon, je vais aller faire une boulangerie, et que vous n'avez pas préparé le terrain, et que le pays dont vous venez ne s'est pas préparé pour vous accueillir, il y a problème. Là où il faut que vous jouiez, vous, votre partition, c'est que c'est à vous de demander à vos pays de vous inclure dans des programmes ou que vous-même, vous puissiez définir des programmes. Il faut peut-être, pour le prochain forum, que vous ayez peut-être ce sujet-là, central, comment organiser notre retour au pays natal. Et si vous le prenez comme thème, on pourra vous y aider pour que les différents gouvernants viennent vous écouter et que vous puissiez également savoir
quelles sont les dispositions, parce qu'il y a des dispositifs et des dispositions qui sont déjà prises dans beaucoup de pays. Au Sénégal, par exemple. Bon, le problème, c'est que souvent, il y a le clientélisme qui veut que si vous n'êtes pas de tel parti politique, vous n'en bénéficiez pas. Bon, oui, mais c'est à vous de vous organiser pour que les choses se passent peut-être avec le maximum de transparence, pour ne pas dire de cohérence. Votre dernier mot, c'est quoi avant de vous laisser partir? Non, qu'il ne faut pas se décourager. Je pense que il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il faut l'affronter, l'organiser et surtout, l'organiser à travers l'éducation de nos enfants. Parce que quand je dis, par exemple, je donne cet exemple-là, vous avez une famille qui habite en face de l'école des mines sur Saint-Germain, mais ils n'ont pas 50 000 $ ou 50 000 € pour participer à l'éducation de leur enfant à l'école des mines. C'est à nous de nous organiser, puisque nous savons au Sénégal, par exemple, que nous avons du pétrole et que l'école des mines, c'est quelque chose dont nous avons besoin, qu'on dégage ce qu'il faut pour aider ces familles-là à mettre leurs enfants à l'école des mines. Je donne cet exemple-là. Vous allez au Texas, c'est la même chose. Donc oui, le mot de la fin, il faut investir dans l'éducation de nos enfants. Bonjour Rama Konaté, vous êtes la présidente fondatrice du Festival de l'Afro-Descendance. Alors qu'est-ce que c'est que le Festival de l'Afro-Descendance et dans quelles circonstances a-t-il été créé? Alors, le Festival de l'Afro-Descendance, c'est, on va dire, en une phrase, c'est la renaissance africaine. L'idée, c'est qu'on puisse se retrouver chaque année autour de plusieurs thèmes et de faire la promotion de la culture africaine à travers ces thèmes-là. Donc, le Festival de l'Afro-Descendance, il est né suite à la polémique qu'il y a eu avec l'esclavage en Libye. Le fait qu'on se soit tous retrouvés dans la rue, on était tous indignés, c'était dur, mais ce qui était beau, c'est que pour une fois, toutes les communautés noires se sont unies contre ça. Et ce que je me suis dit, c'est pourquoi on n'arrive pas à s'unir pour des choses positives. Pourquoi attendre toujours la révolte, d'être sur la révolte pour s'unir. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour le 10 mai de l'année dernière, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, parce qu'on est tous touchés par ça. Pour moi, on est tous là, c'est lié à l'esclavage. Parce que s'il n'y avait pas l'esclavage, il n'y aurait pas eu la colonisation. S'il n'y avait pas eu la colonisation, il n'y aurait pas eu l'immigration. Et s'il n'y aurait pas eu l'immigration, il n'y aurait pas tous ces Noirs qui veulent prendre les bateaux pour arriver ici. Donc je pense que aujourd'hui, quand un Noir est mal vu, tout de suite, on le voit dans tous les médias. Mais quand des Noirs entrepreneurs comme Atepa, comme Yuri, comme Wizodia font des bonnes initiatives pour les pays africains, on ne les voit pas. Donc l'idée, c'était d'utiliser ce genre d'événements pour les promouvoir aussi. Promouvoir le cinéma africain, promouvoir la mode, promouvoir la musique. On nous voit toujours dans la mode, la nourriture, mais il y a autre chose. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver un endroit pour essayer de regrouper tout ça et montrer à quel point la culture africaine, elle était riche. Alors, cette année, le festival est allé sur 3 jours. Et le premier jour qui parlait du cinéma des Afriques, le deuxième qui était hier sur l'histoire africaine, et aujourd'hui le dernier qui parle de l'entrepreneuriat. En fait, comment vous avez fait pour avoir ces choix? Alors, comment j'ai fait pour avoir ces choix? Je l'ai adapté en fonction des personnes que je connais. C'est-à-dire, quand je fais un événement, j'essaye de voir en fonction de moi-même mes besoins. Le cinéma, c'est né où? C'est quand j'ai été au Festival de Cannes et que j'ai vu Madame Barclay faire pour la première fois le pavillon des Afriques et représenter tous les pays d'Afrique au Festival de Cannes. Je me suis dit, ça aurait été bien de dédier une journée pour le cinéma. Parce que le cinéma africain, c'est très dur. Exactement. L'histoire, c'est la base de mes événements. L'histoire, dans tous les événements que l'on créera, ce sera la base parce qu'on a eu un manque, nous, ici. Les enfants qui sont nés, qui ont grandi ici, ils ont eu un manque d'histoire et de savoir. Donc, quand j'invite Dibomba Rimbok, c'est pas pour les autres, c'est pour moi-même d'abord. Et je me dis que si moi j'ai ce besoin, c'est que d'autres personnes l'ont aussi. Quand j'invite Sylvia Serbin sur les Reines d'Afrique, je me dis, il faudrait que... C'est des auteurs comme ça, parce qu'on a l'impression que
On n'a pas d'historien, on n'a pas d'écrivain, on en a. C'est le manque de visibilité et le manque de communication. Donc, si on peut utiliser nos événements pour faire leur promotion, ce sera la base de nos événements, l'histoire. Je vous assure que moi qui étais dans la salle hier, quand on parle de conférence sur l'histoire de l'Afrique, on était bien. Ça fait du bien d'entendre certaines vérités. Exactement, on a ce besoin-là parce qu'on a ce manque. Et c'est ce qui fait que c'est lié avec l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, il a ce complexe. Et dès lors où tu as un complexe à n'importe quel niveau, ça t'empêche d'entreprendre. Donc ces deux-là sont liés. Alors maintenant, quel est l'objectif final du festival de l'Afrodescendance? Qu'est-ce que vous attendez de ce festival pour en fait les retombées et tout? Moi, j'aimerais que ce festival soit reconnu. J'aimerais exporter ce festival dans tous les pays où il y a des Afrodescendants, où il y a des Africains, dans le monde, puisque le berceau de l'humanité est né en Afrique. Donc l'idée, c'est... Redis ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça, parce que je vous dis que c'est les mots qui nous divisent. Afrodescendant, quand on regarde sur le dictionnaire, c'est déjà réducteur. Donc là, quand je dis l'afrodescendance, pour moi, c'est l'époque. Il y a eu l'époque de l'esclavage, il y a eu l'époque de la colonisation, il y a eu l'époque de l'immigration et aujourd'hui c'est l'époque de l'afrodescendance. Quoi qu'il arrive, on est tous liés, le métissage est là, on est partout, notre empreinte est partout dans le monde. L'idée c'est qu'on puisse se réunir et la célébrer dignement. Merci beaucoup. Alors avant de te laisser partir, ton dernier mot c'est quoi? Je vous dis merci parce que franchement la communauté a répondu présent. Tout le monde était heureux, tout le monde était beau, tout le monde était bien habillé, tout le monde était... j'ai senti une fierté. Et c'est ce qui nous manquait, il faut qu'on soit fiers d'être qui l'on est. Et nous, au nom de la communauté, je me permets de te remercier parce que ce que tu as fait, c'est quand même extraordinaire. Et c'est des genres d'événements qu'il faut vraiment absolument faire tout pour perdurer ça, à jamais. De l'afrodescendance. Et là, je me suis permise de venir quand même dans un stand comme ça, par hasard, une stand de littérature ou de livres. Bonjour Zafio. Bonsoir Roudia. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stands, sur l'événement? On veut tout savoir. Déjà, nous sommes Tamery, une librairie qui est située dans le 10e arrondissement, métro Belleville. Et nous sommes très heureux et agréablement surpris de cet événement. Félicitations donc aux organisateurs. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Écoutez, au vu des petites expériences qu'on a des salons, celui-ci, il est entrée libre, mais il y a une forte mobilisation. Donc de ce côté-là, je pense que c'est la particularité de l'événement, quoi. Voilà. Et au niveau des livres, qu'est-ce que vous avez amené au public? Comme quel genre de livre? Parce que je sais qu'à Tamery, nous avons toutes sortes de livres qui parlent de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Est-ce que vous avez dû faire un choix de livres précis pour le vendre ici ou bien vous avez juste pris au pif comme ça? Non, on a fait une offre adaptée à l'événement. Parce que nous sommes là surtout par le truchement de l'invitation de Madame William Serbin, Sylvia Serbin, donc qui a fait cet ouvrage, Reine d'Afrique et de sa diaspora. Et donc c'est dans... Attendez, il va le montrer bien. Voilà. Oui. Et donc en accessoire, donc autour de ce livre principal de Sylvia Serbin, nous proposons d'autres thématiques qui parlent de l'histoire des Africains déportés sur les autres continents. Sur Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, de l'école d'égyptologie africaine. Nous avons des livres pour enfants. Nous avons les livres sur la beauté, n'est-ce pas, la beauté noire. Voilà. Donc nous essayons de balayer, que ce soit le récit historique, que ce soit le roman. Voilà, on essaye de proposer une offre assez large possible en fonction de l'espace qui nous est accordé. D'accord. Et quelles sont les principales activités de la librairie Tamery où on peut trouver tous ces livres? Bon, Tamery a 3 activités: la distribution, la vente de livres, la diffusion et l'édition, puisque c'est nous qui avons édité William Serbin dans Reine d'Afrique.
Nous avons édité aussi d'autres auteurs, donc Bok Basson. Et depuis aussi, on est dans une activité d'école de recherche. Et pour l'instant, nous travaillons sur les hiéroglyphes en adéquation avec les langues africaines. Voilà, donc principalement, voilà à peu près nos activités. Merci beaucoup. Votre dernier mot? Que les femmes soient au centre donc, de cette renaissance que nous sommes en train de voir à travers ces frémissements. Merci beaucoup. Merci.